Un pouvoir n'est battu que sur ses lignes rouges clés. La ligne rouge clé du macronisme, c'est la xénocratie. On confond son immaturité psychologique, qui est évidente, avec une absence de sens stratégique. C'est pas du tout le problème. Il veut rendre le pays ingouvernable à l'intérieur pour le gouverner de l'extérieur. C'est un plan parfaitement calculé. Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Vous êtes le président du Cercle Aristote, les gens vous connaissent, vous contribuez régulièrement à Front Populaire. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas vous inviter pour avoir votre opinion sur ce qui se passe en ce moment. La politique française, la politique intérieure du moins, est en ébullition. Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale juste après le résultat des élections européennes. Première question déjà classiquement, comment est-ce que vous, comme observateur politique, vous l'avez pris? Parce qu'on s'y attendait quand même assez peu. Alors, nous, on travaillait sur ce scénario-là. Mais on est resté jusqu'à la dernière minute sur deux scénarios. Va-t-il suivre son intérêt ou va-t-il s'entêter comme il sait le faire? Et suivre son intérêt, pour lui, c'était de dissoudre. Et ce qui me fait dire que quelqu'un a joué dans cette décision un rôle clé. Cette personne, à mes yeux, ne peut être qu'Alexis Kohler. Manifestement, il y avait une cellule, il préparait ça depuis longtemps, dont Alexis Kohler faisait partie. Tout à fait. C'est pas un truc qu'il a fait en claquant des doigts. Moi, j'estime qu'il a déjà ce scénario depuis 2 mois. Et il faut bien comprendre, mon cher, il faut bien comprendre une chose. Un pouvoir n'est battu que sur ses lignes rouges clés. La ligne rouge clé du macronisme, c'est la xénocratie. C'est-à-dire, est-ce que Bruxelles avance, est-ce que Bruxelles recule? Macron n'a pas été battu dimanche. Et je le dis d'autant plus que, comme tout le monde, et comme beaucoup de gens, à mon avis, Front Populaire, comme les électeurs de différents partis, et comme leurs cadres, je comprends leur bonheur. Et d'un côté, pour certains, je le partage. Oui, ça fait toujours plaisir de voir Alain Duhamel député. Le problème, c'est, comment dire, c'est ce qu'on appelait, quand on était petit, des succès d'estrade. Le pouvoir, lui, agit selon est-ce qu'il a encore la maîtrise ou est-ce qu'il l'a plus. Emmanuel Macron, vous l'avez vu, a repris la main à 20h10, il avait toutes les cartes en main. Comme défaite écrasante, j'ai vu mieux. Surtout, pense-t-on sincèrement qu'un homme qui vivrait dans l'obsession de perdre les élections européennes aurait envoyé Valérie Hayet? Et avant, aurait envoyé Nathalie Loiseau? Sincèrement dit. Justement, ce qui est marrant, c'est que pendant longtemps, il disait c'est une élection européenne, on n'en tire pas des conclusions nationales, etc. Or là, manifestement, il en a tout de suite tiré des conclusions nationales. Il a tenu ce discours-là. Évidemment qu'il n'en tirait que des conclusions nationales. Comme l'a très bien dit le journal Marianne, après avoir fait miroiter des changements dantesques à Bruxelles, même le journal Marianne, qui a pourtant participé de cette illusion collective macronienne d'ailleurs, qui était tout allait changer. Quoi que vous votez, si vous votez anti-Macron à Bruxelles, la révolution est en marche. Eh bien, l'article de Marianne du lendemain matin, c'est raz-de-marée en France, haussement d'épaule à Bruxelles. Je rappelle qu'avec Viktor Orban, dont je rappelle le pays vit de la désindustrialisation de la France, et des fonds structurels pris aux contribuables français qui l'appauvrissent, et dont une partie des nationaux font les travailleurs détachés qui bousillent une partie de notre tissu industriel et économique, il faut quand même. Avec lui, les oppositions à Bruxelles font 17% sans lui, 19% avec lui. Donc 81% restent dans l'européisme le plus strict. Bon, c'est plus que sauver les meubles quand vous gagnez à 8 sur 10. Non, mais ce qui est intéressant, c'est parce que il y a beaucoup de réactions depuis quelques jours. Beaucoup de gens, même dans l'entourage parfois du président, alors on les a pas, mais c'est des off dans les articles, disent il est fou. Je crois que c'est Ruffin qui a été interviewé par BFM qui a dit on a un taré à la tête de l'État. Vous, ce que vous dites, c'est non. Il a très bien compris son intérêt. En fait, c'est un bon coup pour lui. Il n'est pas du tout cinglé. Non. Alors, le président Macron, et ça, je pense que vous pouvez en témoigner, je l'ai dit souvent à votre antenne, le président Macron est erratique. Oui, ça ne veut pas dire qu'il soit fou. Que le personnage soit mentalement déviant, c'est une question que toute la presse internationale se pose. Donc c'est une question qui mérite d'être posée.
est-ce que c'est un personnage dangereux pour lui-même, pour les autres et pour ce pays? C'est évident. Moi, j'ai eu l'avantage de le dire le jour de son élection. Donc, je vais pas me dédire maintenant. Mais on confond deux choses. On confond son immaturité psychologique, qui est évidente, avec une absence de sens stratégique. C'est pas du tout le problème. Si vous voulez, pour prendre une analogie avec les arts de combat, quelqu'un qui fait de la boxe de l'homme ivre est un combattant redoutable. Or, il a une démarche erratique. Mais quand il va vous attaquer stratégiquement. Pour ceux qui ne voient pas ce qu'est la boxe de l'homme ivre, vous voyez les vieux films de Jackie Chan. C'est se rendre insaisissable pour frapper là où on n'attend pas. Macron, c'est très simple. Il faut garder cette phrase en tête. Pour ça que je l'utilise à intervalles réguliers depuis le dimanche soir. Il veut rendre le pays ingouvernable à l'intérieur pour le gouverner de l'extérieur. C'est un plan parfaitement calculé. Alors, quand vous dites gouverner de l'extérieur, c'est du point de vue Bruxelles. C'est Bruxelles, c'est très simple. Or, vous me dites, oui, mais son entourage... Mais qui a décrété que c'était son entourage? De qui parle-t-on? Nous parlons de M. Darmanin, nous parlons de M. Le Maire, nous parlons de la présidente de l'Assemblée nationale, nous parlons même de M. Attal, dont quelqu'un dans le cabinet a fait savoir qu'il aurait, je cite, claqué la porte de l'Élysée en partant. Oh là là. Qui a décrété que c'était ça l'entourage d'Emmanuel Macron? C'est vrai qu'il est un peu évanescent, l'entourage d'Emmanuel Macron. Qui a décrété? Emmanuel Macron est quelqu'un qui fait le vide autour de lui depuis qu'il est là. Brigitte Macron a un cabinet plus fourni que le sien. Qui décrète que cet homme-là a un entourage? Qui décrète? Le seul homme qui est fixe depuis le début, c'est Colère. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Point. Donc, c'est lui l'entourage. Il n'y a pas d'entourage. Ça se joue avec lui et avec les mandants. Point. Tout le reste, pour Macron, c'est de la piétaille. Et ça, par contre, ça vient de son profil psychologique déviant, qui est solipsiste, pour lequel le monde entier est une projection de son esprit. Et c'est pour ça qu'il n'a pas d'empathie pour vous, parce que pour vous, pour moi, pour n'importe qui. Mais ça, c'est un défaut émotif. Certains pourraient dire que c'est de la sociopathie, c'est ce que vous voulez. Est-ce que ça rend débile? Non. Ça rend cruel, si vous voulez. Mais ça rend pas débile. Est-ce que, et là je sais que vous êtes un gaulliste convaincu, orthodoxe, pourrait-on dire, il y a des gens qui ont dit, enfin une posture gaullienne, il considère qu'il a perdu, qu'il y est arrivé vraiment, il s'est fait un peu, c'est vrai qu'il y a 15% d'écart entre la liste de Valérie Hayé et celle de Bardella, et il dit, très bien, je suis déjugé même à une élection européenne qui n'est pas une élection nationale, j'en prends acte, je dissous l'Assemblée et je redonne le parole aux Français. Est-ce que c'est gaullien? Alors, attention, déjà, quand le général de Gaulle était mis en... Quand le général de Gaulle avait une crise, oui, il retournait aux urnes. Le problème, c'est qu'il retournait aux urnes, non pas pour concasser le paysage politique, mais pour, au contraire, le raviver, pour avoir des majorités nettes, pour avoir la légitimité. Emmanuel Macron ne cherche pas la légitimité. Il cherche à concasser le paysage politique autour de lui. C'est une posture totalement inverse. Le problème, c'est... Là, dans un acte politique, il faut toujours voir les résultats et les motivations. Ne jamais oublier le principe d'hétérotélie. Mais l'acte en lui-même peut vouloir dire beaucoup de choses. Emmanuel Macron est indifférent à la légitimité. Il vous l'a déjà montré. Il vous l'a dit. Il vous l'a dit, il vous l'a montré. Il cherche la légitimité, vous êtes sûr? C'est une notion qui n'a pas cours dans son esprit. Et c'est son esprit qui compte, malheureusement. Je fais une petite digression, parce que vous avez parlé de principe d'hétérotélie. Pour les gens qui nous regardent, tout le monde ne connaît pas le mot hétérotélie. C'est en gros résumé par la formule. Les hommes font l'histoire, mais ne savent pas l'histoire qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une action qui a les conséquences contraires de celles qu'ils voulaient. Or, le problème, c'est que quand De Gaulle retourne devant le peuple, c'est pour que le peuple lui dise « je te fais confiance ». Quand Macron retourne devant le peuple, c'est pour assurer son agenda personnel. La confiance du peuple, il en est totalement indifférent. Surtout qu'il est en partie rassuré, parce qu'entre lui et M. Glucksmann, donc, qui est le flotteur gauche de la Macronie, il a toujours la classe de 30%. Et d'ailleurs, Glucksmann, c'est un électorat macroniste radicalisé, je tiens à le dire. Il a une classe de 30%, qui est une classe sociologique qui ne
qui, quand elle le quitte pour plus Macron que lui. Un autre Macron est possible. Donc, qui le quitte vers lui-même, en fait. Donc, il est rassuré, le bloc bourgeois tient. Le problème, c'est que là, il y est allé comme une hydre à deux têtes. Comptabilisez-la comme telle. C'est pour ça qu'il ne s'effondre pas. Nous verrons aux législatives si entre-temps il y a une démobilisation de l'électorat macronien. À titre personnel, je n'y crois pas trop. Alors on va en parler justement juste après, mais vous avez parlé de bloc bourgeois et de groupes sociologiques autour de Macron. Ça me fait penser à Guy Lui, qui fait un entretien tout à fait intéressant dans le Figaro avec Alexandre Devecchio. Lui, il parle de cavalerie électorale pour qualifier ce que fait Macron. C'est une espèce de fuite en avant oui. Pour rebondir tout de suite après les élections européennes. Il dit ok, je rebrasse le jeu et je relance les dés. Bien sûr. Il concasse. C'est ce que je vous dis. Moi, j'emploie le terme concasser. Il concasse la vie politique française. Il laissera un champ de ruines derrière lui. On ne succède pas à un homme comme lui. Il laissera un champ de ruines derrière lui et il jouera jusqu'à la dernière minute. Et de toute façon, il fera porter à toute personne qui essaiera de faire quoi que ce soit à partir de ses cendres, il en fera porter la responsabilité. Il laissera descendre en héritage. Et là, pour le coup, je suis d'accord. Et là, pour le coup, c'est sur ce plan-là que Ruffin a raison. Sur ce plan-là, nous avons un homme déviant à la tête de l'État, oui. Le problème, c'est que la malignité n'entame pas l'intelligence. C'est deux choses différentes. Pierre-Yves, on vient de parler ensemble de la dissolution de l'Assemblée nationale, annoncée récemment par le président Emmanuel Macron. On va parler maintenant des législatives qui s'annoncent forcément. À l'heure où on enregistre, Macron a donné, non pas une interview, mais enfin il a été en lien avec le Figaro. Il y a un article qui est paru où il explique ses raisons de la dissolution. Il dit c'était le bazar à l'Assemblée nationale, il fait état du drapeau palestinien brandi par la LFI alors que c'est interdit par le règlement, et par ailleurs du fait que les dossiers n'avançaient pas puisqu'il a une majorité très relative qui l'oblige à faire des alliances et que de toute façon, il se la joue un peu grand homme, grand seigneur. C'est le moment de redonner un peu du souffle et une légitimité à cette Assemblée. Bon, il se donne le beau rôle évidemment. Vous considérez qu'il a fait un calcul en faisant cette dissolution et donc il voit son intérêt, on l'a dit tout à l'heure. Quel est selon vous le calcul qu'il fait? Alors c'est toujours très difficile d'entrer dans la rationalité d'un esprit aussi retors. Mais essayons. Essayons. Emmanuel Macron, et ça il l'a déjà prouvé, se mettra en danger politiquement, si nécessaire, pour sauver l'emprise de la xénocratie sur la France. C'est la seule chose à laquelle il croit. C'est l'Europe à la place de la France, c'est d'ailleurs la disparition du signifiant France à peu près partout, des symboles français à peu près partout. Il ne croit qu'à ça. Tout le reste est négociable. Tout le reste est négociable. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sa stratégie est la suivante. Il se met dans une stratégie pile je gagne, face tu perds. C'est-à-dire, il y a, mettons, trois grands scénarios. Le premier, c'est une victoire écrasante du Rassemblement national qui oblige à mettre le Rassemblement national directement à Matignon. Si c'est le cas, lapsus révélateur, Macron entre dans un scénario Mitterrand 86-88. Je suis le rempart contre le fascisme. Il va donc fédérer à lui la droite européiste, qui a commencé à se détacher. Alors, M. Ciotti aussi est européiste, mais une partie des hommes derrière, M. Bertrand particulièrement, va sortir. Les centristes, le Parti socialiste, donc, qui est dans la main de M. Glucksmann, fauteur gauche, et une partie de ce qui sortira de la LFI, qu'il entend, il ne les a pas nommés pour rien, il annonce ce qui sera mécaniquement, et à un moment ou à un autre, sa cible. Bon. Le temps de concasser l'alternative droitière en la divisant de l'intérieur. Bon. Mais il sera, comme Mitterrand en 86-88, je vous rappelle qu'en 88, la droite est battue, et donc c'est « je suis le rempart contre le fascisme ». C'est ce scénario-là de dissolution qu'il joue.
au passage, la dissolution, c'est souvent un jeu du secrétaire général de l'Élysée. Bianco, Villepin, Colère. Le but de Colère, c'est d'être Bianco, c'est pas d'être Villepin. Hein, Villepin, il dissout parce qu'il pense que Juppé est un sale type, sur en quoi la majorité des Français de l'époque sont à peu près d'accord, et la majorité des Français qui suivra seront toujours d'accord, et la majorité des Français d'aujourd'hui sont d'accord. Et donc, Juppé nuit à Chirac, et donc il faut balayer le juppéisme. Manque de peau, il a failli emporter le gros bébé Chirac dans l'eau juppéenne. Mais c'était un ripollinage qui a mal tourné. Pas du tout dans la cohabitation mitterrandienne. La collaboration mitterrandienne, c'est une guerre d'usure préparée par Jean-Louis Bianco et les services de l'Élysée et qui va être faite comme telle. Là, on va vers ça. C'est-à-dire que, comme la xénocratie est assurée, Bruxelles règne, le Conseil constitutionnel est européiste, Laurent Fabius l'a dit publiquement, le Sénat est européiste, donc le contrôle de la Chambre basse par le groupe parlementaire Rassemblement national est un, disons, moindre mal. Donc le point stratégique est déjà gagné. Le système n'est pas en danger. Là où Macron va jouer, c'est qu'évidemment, il va faire une guérilla administrative depuis le secrétariat général de l'Élysée, ce qui est le meilleur endroit pour la faire en République, enfin, dans la Constitution de la Ve République. Et il va faire au groupe Front National, dans ce cas-là, une guerre qui n'a d'équivalent que la guerre qui a été faite par les démocrates à Trump. Le problème, c'est que le Rassemblement national n'est pas le parti républicain américain. Il n'est pas équipé pour résister à ça. Il va se chiraciser, donc il va faire système Mikado, on ne bouge pas, ce qu'ils ont fait déjà à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que ça, vous pouvez le faire quand vous êtes un groupe d'opposition, pas quand vous êtes le groupe majoritaire. Ça, c'est le scénario 1. Vous êtes d'accord que dans ce scénario-là, il n'est pas si mal pour lui, pour Macron. Alors vous me direz, et si le Rassemblement national réussissait son pari? Sans toucher au cadre, très difficile. Sans toucher au cadre, ça fait du Mélanie. Bon, c'est-à-dire, je virerai tous les immigrés, mais quand même, j'en prends 500 000 par an. C'est un succès qu'on peut qualifier de relatif. C'est insulter personne que de le dire. Bon. Ça, c'est point 1. Scénario numéro 2, le Front National se retrouve minoritaire parce que il y a un ressaisissement du bloc central. C'est-à-dire qu'une partie du vote LFI, écœurée par les divisions, les machins, etc., se met dans les mains de Glucksmann et abandonne, entre autres, Olivier Faure, qui lui est dans le fameux... ce qu'ils appellent eux Front Populaire, mais... oui, il y a une sorte de NUPES 2.0. Voilà, une NUPES 2.0. Il y a un ressaisissement du bloc central. À titre personnel, je pense qu'il y aura un maintien du bloc central, je pense qu'ils ne s'effondreront pas, mais je pense qu'ils ne vont pas être éclatants. Il y a quand même une grande poussée du Rassemblement national. Et vous avez le troisième scénario, qui est le pire, et je pense que ce n'est pas un scénario qui est totalement à mésestimer, c'est une législative un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire un tiers bloc dit NUPES 2.0, mais où l'élément fort est le Parti socialiste, vu que comme M. Glucksmann a utilisé cet appareil, et que cet appareil est arrivé au double du score des hommes de Jean-Luc Mélenchon, les circos, c'est lui qui va les négocier. Et comme les Verts sont dans les choux, c'est aussi lui qui va les négocier avec les Verts. Les Verts et la LFI qui n'ont pas arrêté de s'étriper pendant cette campagne. Donc là, c'est l'élément le plus macroniste qui a la force dans cette NUPES 2.0. Nous ne sommes plus dans la situation du début de la mandature. Nous ne sommes plus. Le choix de la ligne de Jean-Luc Mélenchon se referme sur lui. Premier tiers. Le tiers Rassemblement national plus affidé, c'est-à-dire Reconquête, et une partie des Républicains.
Le problème, c'est que Reconquête explose immédiatement, ce qu'on avait prévu, mais on n'imaginait pas que ça durerait 24 heures. Et de l'autre, je dis ça, je m'en réjouis pas, je trouve que c'est allé tellement vite, mais je m'en réjouis pas parce que je pensais que Reconquête aurait pu avoir un autre destin. Mais bon, le problème, c'est que Marine Le Pen a besoin du ralliement de Marion pour des raisons qui nous emmèneraient trop loin. Et une partie des Républicains, particulièrement des Républicains soit de l'extrême nord ou du sud. Tout le reste va aller vers Horizon. C'est pour ça que M. Édouard Philippe, qui était mort à 20h dimanche, est comme Lazare ressuscité à 20h10. Bon, vu qu'il devient... Je rappelle que tous les partis qui ont été pris de court par cette dissolution n'ont plus de caisse. Ils ont cramé la caisse pour les élections européennes, ils ne sont pas encore remboursés. Et l'élection est dans 3 semaines. Donc il y a énormément de gens qui vont devoir jeter l'éponge ou se jeter face à des gens qui ont encore une caisse. Ce qui est par exemple le cas des hommes d'Édouard Philippe. La vraie date pour l'Occident, c'est pas les européennes françaises. Hein. C'est les présidentielles américaines. C'est les présidentielles américaines. Hein. En réalité, le grand gouvernement central ameute. C'est normal. Alors on va tout vous faire. Le fascisme et les heures les moins éclairées. Mais est-ce qu'ils sont prêts à gouverner? Parce que Marine Le Pen dit on est prêt à gouverner. Si vous voulez, avec quel levier de pouvoir? Avec quoi? Quand quelqu'un n'a que ça à faire pendant 3 ans, de vous nuire, et qu'il est créatif, c'est pas de quoi passer de bonne nuit.